Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver dans Les Incorrectibles. Merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter sur Sud Radio, mais aussi à nous revoir, vous le savez, sur YouTube. Alors, vous le savez, comme chaque semaine pour accueillir notre invité, je ne suis pas seul et ce dimanche, je suis particulièrement ravi et enchanté d'agrandir encore un peu plus la famille des chroniqueurs éditorialistes des Incorrectibles avec deux nouveaux entrants, comme on dit. D'abord, l'un des publicitaires les plus talentueux de sa génération, et oui, les cofondateurs de la prestigieuse agence indépendante Altman Pacro, c'est Édouard Pacro. Bonjour Édouard, soyez le bienvenu. Merci Eric. Alors vous êtes très vif sur Internet, sur les réseaux sociaux, c'est comme ça qu'on s'est connus, je le dis pour les auditeurs. Ouais. Et puis à vos côtés, Édouard, c'est aussi une première pour lui au sein des Incorrectibles, même si les auditeurs de Sud Radio le connaissent bien, puisqu'on peut le retrouver chaque matin de la semaine aux côtés d'André Berkoff. Chaque midi, ouais. Chaque midi, exactement. C'est Jean-Marie Bordry. Salut Jean-Marie. Salut Eric. Merci à tous les deux d'être à mes côtés. Allez, il est temps d'entrer dans le vif du sujet. Nous sommes ensemble pour 1 heure. C'est parti pour les Incorrectibles sur Sud Radio. Sud Radio, les incorrectibles. Éric Morillo. Alors, notre invité de ce dimanche est un expert en données financières, économiques, sociales et politiques, diplômé d'un doctorat en économie et professeur à la Paris School of Business, membre des économistes atterrés et militants écologistes. Il porte un vif intérêt à la transition énergétique. Il a ainsi participé en 2015 au groupe de travail de la mission sur la transition verte. Politiquement ancré à gauche, il est l'un des cofondateurs du parti baptisé Place Publique, mené par l'essayiste Raphaël Glucksmann, qu'il quitte néanmoins en mars 2019. Figure médiatique, il jouit d'une très grande popularité, sur Twitter notamment. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur les contrats pétroliers, la politique dans la lutte contre le réchauffement climatique ou encore l'analyse de la vision économique d'Emmanuel Macron. Il est à nos côtés en ce dimanche à l'occasion de la sortie de son dernier livre, Les Délaissés, comment transformer un bloc divisé en force majoritaire. Ça vient de paraître aux éditions Fayard et puis il commentera bien sûr avec nous l'actualité chargée du moment. Bref, vous l'avez compris, on va parler économie, ça tombe bien car depuis quelques jours, en plus d'être une pandémie mondiale, le coronavirus fait aussi l'économie, est au cœur de l'économie. Bonjour Thomas Porcher. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, actualité oblige, je le disais, avant de parler bien entendu de votre livre, justement, on ne peut pas passer aujourd'hui à côté de cette crise du coronavirus. Première question, qu'est-ce que vous pensez de la façon dont le gouvernement la gère ? Moi, je suis assez surpris. Alors hier, il y a quelques jours, on a eu des annonces d'Emmanuel Macron un peu plus radicales sur la fermeture des écoles, des crèches, des universités. Mais quand on fait le comparatif avec d'autres pays, moi j'étais un petit peu impressionné qu'il y ait que des mesures, des gestes barrières qui soient pris et qu'il n'y ait pas des mesures plus fortes pour atteindre ce fameux niveau plateau des malades. C'est-à-dire qu'on a une augmentation tous les jours du nombre de malades. Il y a des pays comme le Singapour ou Taïwan, qui ont quand même Taïwan a quand même plusieurs millions d'habitants, qui ont très rapidement atteint leur niveau plateau. Et nous, on a continué avec les gestes barrières, ça augmente de plus en plus. Il y a un effet boule de neige. Quand on interroge les médecins, ils disent qu'on est sur un scénario à l'italienne. Et on a attendu pour prendre des mesures. Là, les élections municipales ne sont pas annulées. On va pas plus loin. Enfin, je trouve qu'on devrait, aller beaucoup plus loin parce qu'il valait mieux faire, je pense, dès le début, une thérapie de choc. Parce que le vrai problème, c'est la crise sanitaire. C'est elle qui entraîne la crise boursière et la crise économique qui frappe les PME. Donc, il faut régler cette crise sanitaire. Comment il faut la régler ? Il faut atteindre très rapidement ce qu'on appelle ce niveau plateau, comme l'a eu la Chine, et puis après ça redescend. Ce que vous appelez le pic, c'est ça Pas le pic, parce que parfois si vous avez un pic, comme c'est le cas en Italie, vous dépassez les capacités hospitalières. Le plateau, en fait, c'est quand ça commence à être... le pic, c'est que ça va très haut, et puis ça redescend. C'est moins bien qu'un plateau, ça se stabilise à un certain niveau, puis ça redescend ensuite légèrement. Et ce plateau, il faut l'atteindre le plus rapidement possible. Alors quand vous prenez des mesures très fortes dès le début, vous faites une espèce de thérapie de choc, vous atteignez rapidement ce plateau. Alors, effectivement, l'économie va peut-être souffrir pendant 15 jours, mais vous avez souvent des effets de rattrapage sur le trimestre d'après, parce que les gens ne consomment pas et puis ils reconsommeront 3 mois plus tard. Or là, on est dans un entre-deux qui fait qu'on n'arrive pas à savoir où est-ce que ça va. Les PME sont impactées directement, la bourse fluctue parce qu'il y a des incertitudes. Toutes les bourses mondiales ont décroché cette semaine. Jusqu'où cela peut aller selon vous, vous qui êtes un spécialiste de l'économie ? Est-ce qu'on peut parler d'abord de krach ? Est-ce qu'on est en 1929 ? Qu'est-ce qui se passe ? Quand la bourse bouge une journée, comme ça a été le cas lundi, pour repartir mardi, puis pour rebouger suite aux annonces de Trump. Et pour rechuter jeudi. Voilà, tout à fait. Mais quand ça bouge une journée, il n'y a pas de souci. C'est les spéculateurs qui récupèrent l'argent. Il faut que ça bouge pour qu'ils gagnent de l'argent. Mais si ça s'éternise trop longtemps, la crise boursière se transforme en crise économique. Et vous savez, quand vous avez des valeurs qui tombent, on le voit bien aujourd'hui, il y a eu les chiffres d'Arnaud qui ont été publiés, ces pertes, etc. Il faut rattraper ces pertes quelque part. On les rattrape où ? Sur la compression de la masse salariale, donc sur les licenciements. Vous voyez,
pour garder le même profit. Donc il y a des chances que cette crise financière, si elle perdure, se transforme en crise économique. Et vous savez que plus la place de la finance est importante, plus la crise économique est forte. Or aujourd'hui, on a une place de la finance qui est beaucoup plus forte qu'il y a 10 ans. Je vous interromps, je ne sais pas si vous avez quand même entendu la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui a dit qu'on allait avoir le système le plus protecteur d'Europe. C'était donc vendredi. D'après elle, il n'y a pas d'angoisse, je cite, à avoir chez les parents ou les employeurs, alors que les conséquences de l'épidémie font peser de gros risques donc, sur cette économie. Oui. Vous êtes rassuré par ce qu'elle dit, Muriel Pénicaud ? Non, moi je ne suis pas rassuré parce que ça fait des mois déjà que tous les médecins sont en grève. Les urgences sont en grève depuis des mois. Qu'est-ce qu'ils demandent ? Des meilleures conditions de travail, du personnel, des moyens. D'accord ? Dans le programme d'Emmanuel Macron, rappelons-le, parce que personne ne lui a posé des questions, il y avait 15 milliards d'économies sur l'assurance maladie. Alors il paraît que c'était très bien de faire ça à l'époque. 15 milliards, c'est des coupes très fortes sur le secteur de la santé. D'accord ? Là, il aurait fallu demander où est-ce qu'ils coupent. Donc ça fait des années qu'on donne moins de moyens à l'hôpital. Je veux dire, en tendance, en 2008, on a eu plus d'1 milliard d'économies. En 2018, pardon. Plus d'1 milliard d'économies sur l'hôpital. En tendance. Donc là, il y a un vrai problème. Moi, je suis assez inquiet. Est-ce qu'il n'y a pas un danger, en plus, aujourd'hui, avec des effets d'annonce qui semblent dire à chaque fois qu'on est les meilleurs d'Europe, de ne pas être totalement décalé par rapport à une réalité? Je prends l'exemple de cette semaine, quand il parle de l'Italie en disant jamais en France ça ne pourrait arriver en termes de crise sanitaire, et maintenant visiblement notre ministre de l'économie qui est en train de nous raconter que demain tout va aller très très bien et qu'il ne faut pas s'inquiéter. Un virage à gauche pour Bruno Le Maire. Oui. Alors ce qui est encore plus peut-être qui est peut-être encore plus surprenant, mais est-ce que c'est une attitude très responsable, et en fait est-ce que c'est vraiment ce que les Français attendent? Déjà, on n'est plus le meilleur système d'Europe depuis des lustres. On était classé premier à l'OMS en 2000 au niveau mondial. Maintenant, je crois que même au niveau européen, je crois qu'on n'est même pas dans les 10 premiers. Donc on n'est plus le meilleur système de santé, ça c'est un mythe. Non, le système de santé a subi des coupes, des économies drastiques depuis des années. Alors c'est vrai que l'Italie a un système qui a eu une vraie saignée. Ils ont fermé 70 000 lits en 10 ans. Plus de 20 milliards d'économies ils ont fait sur le système. Ils ont fermé des départements entiers. Donc aujourd'hui, ils ont effectivement ce pic dans certains coins où ça dépasse les capacités hospitalières, et donc ils sont obligés de faire un tri des malades. Vous vous rendez compte ? On n'en est pas à ce point-là, mais on n'en est pas loin non plus. Faut pas fanfaronner. Et d'ailleurs, moi je regarde juste ce que dit encore une fois les chefs de département de la Salpêtrière, etc. Ils sont assez alarmistes, beaucoup plus alarmistes que le gouvernement. Et Jean-Marie, malgré ce que vous dites, justement, alors les coupes budgétaires ont été énormes, aussi bien d'ailleurs dans l'hôpital que dans d'autres services publics régaliens. Et malgré ça, la France est une des championnes du monde de la dépense publique. Où part l'argent ? Moi, je vais vous dire, et part pas. Alors là, déjà, je vais vous expliquer une chose sur la dépense publique, c'est important. Là, on a un peu de temps, on va l'expliquer. Sur les dépenses liées aux fonctionnaires, au fonctionnement des administrations, en pourcentage de PIB, elles sont stables depuis 1978. Elles sont stables. Donc, vous voyez, c'est pas le personnel qui a fait augmenter la dépense publique, c'est pas l'investissement dans l'hôpital, dans l'éducation, etc. C'est stable depuis 1978. Ce qui a fait augmenter la dépense publique, et notamment depuis 12 ans la crise, c'est les prestations qu'on a données aux chômeurs, etc. Il y a eu la crise de 2008, il y a eu 1,5 million de chômeurs en plus en France. Or, en France, quand on est au chômage, on a des prestations chômage. Donc, la dépense publique a augmenté. Maintenant, notre dépense publique, imaginons qu'on retire les retraites. On passe les retraites par capitalisation comme l'Allemagne. Imaginons dans le privé. Donc, on les retire de la dépense publique. Elle n'existe plus. Eh bien, on a la même dépense publique que l'Allemagne, quasiment. C'est-à-dire qu'en fait, la dépense publique, on s'en fout du niveau. C'est un choix de société. Est-ce qu'on veut que les retraites soient publiques ? Est-ce qu'on veut qu'il y ait une partie des dépenses de l'économie qui soit publique ? Ou est-ce qu'on veut qu'ils soient privés ? C'est ça la vraie question. Vous avez des pays aujourd'hui qui ont une dépense publique plus faible que la nôtre, les États-Unis, 40%, mais qui ont une dette égale à la nôtre, publique. Donc il n'y a pas de lien entre dépenses publiques et dette. Et malgré ça, les charges de la dette française sont un des premiers postes de dépenses de l'État. Emmanuel Macron, cette semaine... Dans beaucoup de pays. Emmanuel Macron, cette semaine, a annoncé beaucoup de mesures d'urgence pour aider les entreprises, par exemple, que l'État prendra en charge même l'indemnisation des salariés qui ne pouvaient pas travailler. Est-ce qu'à un moment, on va devoir arrêter de rembourser parce qu'on n'arrivera plus à rembourser la dette ? Attends, en Italie, il y a 25 milliards qui sont mis sur la table. Oui, c'est ça. On tient combien de temps avec ça ? Non, alors on ne sait pas, ça on ne sait pas, ça dépend justement, ça dépend de cette crise sanitaire, etc. Mais en fait, ce qui est intéressant dans ce que vous dites là, sur la dette, pour revenir à ça, et après je reviendrai, notre dette française, elle a augmenté moins vite ces 12 dernières années que les États-Unis. Moins vite. Moins vite ces 12 dernières années que le Royaume-Uni et que le Japon. Déjà, je tiens à vous le dire. Donc tous les pays, c'est-à-dire les États-Unis, le Japon a 250% de dette, les États-Unis 100%, le Royaume-Uni un peu moins que nous, 90%, mais elle a augmenté plus vite ces 10 dernières années. L'Italie a une dette supérieure, ainsi de suite. Donc beaucoup de pays riches ont des dettes très élevées.
qui est due à la perte d'activité, à la crise, le renflouement des banques, etc., etc. Donc la dette, elle a augmenté dans tous les pays. Ça, c'est la première des choses. Vous savez, parce qu'il faut aussi un peu regarder les comparaisons. Nous, aujourd'hui, on peut s'endetter à des taux négatifs sur 15 ans. Taux négatifs. C'est-à-dire que les gens nous donnent de l'argent pour qu'on s'endette. Donc on est franchement, notre dette, elle est largement soutenable. La vraie question, c'est pas de remboursement. On a des siècles pour la rembourser. C'est est-ce qu'elle est soutenable? Et comparé aux autres pays, sauf, les taux d'intérêt sont négatifs, elle a augmenté moins vite, donc elle est parfaitement soutenable. Donc il faut investir massivement. Là, on le voit dans l'hôpital. Si on pense que l'hôpital c'est un coût, je pense qu'on est un petit peu dans l'éducation c'est un investissement. Et dans l'innovation, dans ainsi de suite. Et aujourd'hui, ce qu'on fait en Europe, c'est qu'on fait une austérité, on pratique une austérité budgétaire finalement qui freine l'activité. Thomas Porcher, vous êtes avec nous encore une bonne presque une heure ensemble dans Les Incorrectibles. On revient dans un petit instant, juste après une petite pause. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, Les Incorrectibles. Éric Morillo. De retour dans Les Incorrectibles ce dimanche avec notre invité, on est ravi de le recevoir, l'économiste atterré Thomas Porcher à l'occasion de la sortie de son dernier ouvrage Les Délaissés, ou comment transformer un bloc divisé en force majoritaire. Ça paraît chez Fayard, on va bien sûr en parler dans un instant, mais actualité oblige, je le disais, on continue de parler de cette actualité dramatique du coronavirus, toujours accompagné d'Édouard Pacro et de Jean-Marie Bordry. Alors je le disais il y a un instant, l'Italie qui met 25 milliards sur la table, on ne sait pas trop pourquoi, pour combien de temps, qu'est-ce que vous en pensez? En France, on n'a pas eu d'annonce de ce type. Non, on n'a pas eu d'annonce. On n'a eu que des annonces sur le fait qu'on allait effectivement plus tenir compte des déficits et des contraintes budgétaires européennes et qu'on allait relancer l'économie. Alors moi, je pense que là, il faut donner des moyens à l'hôpital, même si c'est encore une fois, là, on est en pleine crise. C'est pas au moment des crises qu'on doit faire des... Est-ce qu'on a des moyens? Mais on a plein de moyens. On a plein de moyens. Je veux dire, non mais déjà, on a plein de moyens, même si on s'est coupé beaucoup de moyens ces dernières années. François Hollande, président de gauche, il a retiré 40 milliards avec le pacte de responsabilité et le CICE. Il y a eu des études qui ont été faites sur l'emploi, de l'impact du CICE. L'impact du CICE, ça aurait créé 100 000 emplois créés ou maintenus. Parce que quand tu maintiens un emploi, je sais pas, vous travaillez depuis 2-3 ans, on le maintient, donc vous avez compté dans les créations du CICE. Donc c'est très bien. Moi aussi. Mais on a génial. des objectifs de rigueur à tenir. Enfin, Angela Merkel a dit qu'elle laisserait peut-être un peu... Moi, je ne savais pas qu'Angela Merkel, c'était la présidente de l'Europe. Maintenant, vous me l'apprenez. Parce que c'est comme ça. Si qu'il faut attendre qu'Angela Merkel dise que les déficits ne sont pas importants, moi, je ne sais pas, je suis président de la France, je le prends. Enfin, il y a une crise, il faut le prendre tout de suite. Vous voyez? Non, mais c'est ça, c'est une vraie question. Parce qu'on a retiré 40 milliards avec le CICE. Macron a retiré 20 milliards. Donc, on a retiré 60 milliards de rentrées budgétaires. Là, la dette, à ce moment-là, ce n'était pas important. Soit dit en passant, c'était pas important. On a offert 4 milliards aux 1% les plus riches qui détiennent 25% du patrimoine. Ces gens-là détiennent 25% de l'immobilier et des placements en banque. On leur donne 4 milliards. Avec 4 milliards, on crée 100 000 postes de fonctionnaires. Alors, je sais pas, dites-moi aujourd'hui qu'on n'a pas besoin de fonctionnaires dans les hôpitaux ou ailleurs. Voilà, les fonctionnaires qu'on aurait eu besoin profitent à 100% de la population, y compris les 1% les plus riches qui sont quand même plutôt vieux. Est-ce que ce 1% les plus riches, par exemple, il n'y a pas un moyen de les inciter à ce que leur argent, leur consommation ou alors leurs embauches, finalement, ça profite au reste du pays? Le ruissellement. Oui, parce que c'est un fantasme qui date de 2 ans. C'était déjà. On nous a dit, oui, ils vont partir tous. Ouais. Quand vous regardez, en fait, les chiffres, c'est très simple. Quand quelqu'un part, il annonce qu'il part, parce qu'il ne veut pas recevoir une fiche d'impôt. Est-ce qu'il y a un moyen de les inciter, par exemple, justement, de les inciter à ce que leur argent profite à l'économie et fasse travailler l'économie? C'était déjà, en fait, ça existait avant que Macron arrive. C'est-à-dire que quand vous donnez votre argent à une PME, vous aviez une exonération d'impôt, vous aviez une incitation fiscale pour donner votre argent à une PME. Macron, il a changé l'ISF en disant que ça allait directement l'argent que les 4 milliards qu'ils allaient récupérer. Française, alors que si on achète des actions Coca, je vois pas en quoi ça participe. Non, mais même si vous achetez des actions françaises, en fait, 98% des actions qu'on achète, c'est sur le marché secondaire boursier. Ça profite seulement à la personne à qui vous l'achetez. Voilà. L'entreprise n'en voit pas la couleur. Donc peut-être que parfois vous avez une fibre start-up et que vous allez le donner à une start-up, c'est possible. Je dis pas que tout le monde ne fait pas ça. Vous voulez dire que ça ne fait pas vivre l'économie? Non, ça fait vivre d'autres personnes qui vous vendent, ça fait vivre la spéculation. 98% des achats d'actions, c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres, sont sur le marché secondaire. Le marché secondaire, c'est de la vente d'actions entre financiers, entre personnes qui les détiennent, avec des plus-values pour celui qui la vend. Et ça n'est pas investi. Bon. Non, c'est les actions sur le marché primaire qui profitent aux entreprises. Donc parfois il y a des gens qui vont investir qui vont être des business angels, qui vont investir dans des startups, c'est possible. Je dis pas que tout, mais une grosse partie, vous avez beaucoup plus d'argent, vous héritez de millions en plus comme ça grâce à une réforme fiscale. Donc vous il nous a berné. Vous êtes en train de nous dire qu'on nous a berné. Il n'y a pas que moi moi je le savais dès le début qu'ils allaient nous berner, mais il y a un député En Marche qui a fait un rapport En Marche et qui a dit que l'ISF, oui, ça n'avait pas eu les effets escomptés. Donc c'était prévisible, mais bon, il fallait essayer, soi-disant on n'avait pas vu ça avait été fait 20 ans, il y a 20 ans aux États-Unis avec les conséquences qu'on connaît, mais nous il fallait qu'on le teste. Alors un petit mot sur Donald Trump qui est intervenu avec pas mal d'écho cette semaine en interdisant l'accès aux États-Unis aux Européens, excepté au Royaume-Uni. C'est la victoire du Brexit sur l'Europe, ça? Et à l'Irlande. Et à l'Irlande, ouais. Alors je sais pas le choix, enfin
Il y a deux. Bon, je sais pas, je pense qu'il y a des accords, il y a toujours des liens particuliers entre le Royaume-Uni et les États-Unis, peut-être qui ont joué là, hein, parce que le Royaume-Uni, il n'y a pas une barrière qui empêche le coronavirus de rentrer. Non, mais là, c'est clairement un affront fait à l'Europe. Oui, c'est un affront. C'est-à-dire, regardez, effectivement, moi, je vous interdis à vous, ouais, mais tout à bon. fait. Tout à fait. Même si il y a beaucoup de mesures drastiques qui ont été prises dans d'autres pays, à l'égard de la France et de l'Italie, particulièrement. Vous allez aujourd'hui en Chine, vous restez 15 jours en quarantaine. Si vous venez de France, vous allez en Israël, n'importe où. Voilà, vous restez. La France et l'Italie, c'est un foyer. Voilà, l'Europe continentale, c'est un gros foyer. Maintenant, en revanche, nous, dans l'autre sens, c'est welcome. Bah voilà, mais ça, c'est idiot. Je veux dire, aujourd'hui, il y a plein de gens qui pour moi, ont fait une forme qu'on fait de la politique politicienne sur ce truc. Il fallait réguler pour moi les frontières. Et là, moi, ce que j'apprécie Pourtant, le virus s'arrête pas aux frontières. C'est Marine Le Pen, d'ailleurs, qui préconisait ce que vous dites là. Oui, mais bon, je sais pas si c'est elle ou quelqu'un d'autre, mais ce qu'a fait Trump, en fait, il fallait des mesures radicales. On peut pas dire, écoutez, on continue, faire voler les avions, c'est pas trop. Alors, il y a des gens maintenant avec toutes les correspondances qui arrivaient en prenant... Enfin, il fallait une mesure radicale. Moi, je pense, j'étais pour une thérapie de choc sur 15 jours, c'est-à-dire régulation des frontières, tout le monde qui reste chez soi, arrêt des limitations des transports ou transport fait pour les soignants, etc. Enfin, vraiment un truc pour qu'on atteigne le plus rapidement ce plateau. Là, on nous a berné en nous laissant croire qu'on pouvait vivre dans l'insouciance, qu'il y avait quelques gestes barrières à faire. D'ailleurs, on ne trouve pas de gel hydraulique, on est la 6e puissance mondiale, on n'en trouve plus. Les masques, on ne sait même plus où est-ce que... c'est quand même il y a un vrai problème là-dessus. Est-ce que justement... À partir du moment où on ne règle pas tout de suite le problème, on prend le risque qu'il continue. Regardez ce qu'a dit l'Italie, regardez ce qu'ont dit les journalistes qui étaient en Italie, regardez ce qu'ont dit les hommes politiques. Ils avertissent la France aujourd'hui de ne pas prendre la chose à la légère comme eux l'ont pris au départ. Et quand on met les courbes, on superpose les courbes, on a juste un peu de retard. Alors au début, on rigolait, on avait 16 contaminés, on disait on n'est pas l'Italie, on expliquait effectivement que l'Italie ont une démographie un peu plus vieille. D'accord, et un système hospitalier un peu plus cassé par l'austérité, 15 ans d'austérité. Donc on rigolait, mais on n'en est pas loin non plus. Hein. Et aujourd'hui, tout le monde dit qu'on est sur un scénario à l'italienne. Donc les mesures, elles sont arrivées, c'est très bien, mais elles sont arrivées un peu tardivement. Ça aurait été bien, je pense, 10 jours plus tôt. Mais c'est l'échec flagrant de l'Europe. L'Europe, c'est pas le premier échec. Hein. Il y en a plein. Vous regardez l'Europe. Enfin, il suffit de regarder les pays. Enfin là, il y avait une occasion en or pour montrer que l'Europe c'était quelque chose. Oui, mais elle en a raté plein d'occasions. Non, elle a fait comme d'habitude. Là, vous regardez l'Italie a des masques importés maintenant de Chine, des appareils respiratoires bien sûr, importés de Chine. mais vous regardez là, tout le monde se replie sur soi là. Là, il y a plus l'Europe. Qu'est-ce qu'elle a fait? Rien à part dire on va lâcher les déficits. Une conf call, elle a rien fait l'Europe. Mais c'est pas le premier échec qu'elle a fait. Hein. Il y a un échec sur la politique migratoire. Il y a un échec sur la relance économique. La zone euro a mis 8 ans à retrouver son niveau de PIB d'avant-crise quand les États-Unis ont mis que 3 ans. Aujourd'hui, un Grec est plus pauvre qu'il y a 10 ans, un Portugais est plus pauvre qu'il y a 10 ans, un Espagnol est plus pauvre qu'il y a 10 ans, un habitant des Hauts-de-France est plus pauvre qu'il y a 10 ans. Donc oui, il y a l'échec de l'Europe, on peut faire une longue liste. Hein. Et comment vous l'expliquez justement, ce que vous voyez, vous, comme un échec de l'Europe? Moi, je pense qu'il y a, et vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes trahi sans le vouloir, en fait, vous l'avez dit, tout le monde est suspendu aux décisions de Merkel. Donc il y a quelqu'un qui a pris le contrôle en Europe, c'est l'Allemagne, qui est la première puissance de la zone euro. Nous, on est la deuxième puissance. Plutôt que d'établir un rapport de force avec elle, depuis toujours, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse des efforts pour montrer qu'on est un bon élève, pour ensuite convaincre l'Allemagne d'infléchir sa ligne, ce qu'elle n'a jamais fait. C'est ce que Macron avait comme stratégie. Hollande voulait convaincre Merkel l'a très vite convaincu. Donc si personne ne met le rapport de force comme De Gaulle l'a fait en son temps... Mais vous pensez qu'on a les moyens pour... quand on est la deuxième puissance de la zone euro, qu'on représente 20% du PIB tout seul, on a les moyens quand même de parler à l'Allemagne. En tous les cas, on est le premier pays qui a les moyens de le faire parce qu'on est la deuxième puissance. Mais est-ce que dans la forme, c'est souvent d'ailleurs ce qu'on peut reprocher à Macron, est-ce que dans la forme, il a bien joué avec l'Allemagne. Sa volonté mais est-ce que ça... En fait, moi j'en parle, dans mon livre, il y a tout un chapitre là-dessus, hein, sur la refonte de l'Europe. Macron, pour moi, il avait Alors déjà, Hollande avait une occasion rêvée, parce que Hollande, il avait beaucoup de pays du Sud qui étaient derrière lui. C'est-à-dire qu'il avait l'Italie, l'Espagne, le Portugal qui lui ont dit « Ok, vas-y ». Parce qu'eux subissaient les cures d'austérité. Nous, on n'avait pas encore les lois travail, on n'avait pas encore les économies sur les territoires, les collectivités territoriales, qui ont été quand même un des facteurs du mouvement des Gilets jaunes. On n'avait pas encore ça. C'est Hollande qui les a mis quand il a mis Valls au pouvoir. On n'avait pas encore ça. Mais l'Italie, l'Espagne, le Portugal avaient ça. Et ils ont dit à Hollande, tu as une occasion en or là, on est derrière toi. Donc on représentait quasiment 50% du PIB pour aller voir Merkel. Et Hollande, il a préféré choisir Merkel que ces pays-là. D'accord ? Macron, lui, avait aussi une occasion en or. C'est-à-dire que Merkel était affaiblie dans son pays, politiquement affaibli. Lui, il est jeune, il est dynamique, il représentait un espoir. Il y a le Brexit, il y avait Salvini de l'autre côté. Tout le monde disait l'Europe est en train de se casser. Mais le problème, c'est que dans sa tête, il a le logiciel de l'Europe. C'est-à-dire qu'il n'a même pas besoin d'être dans l'Europe, lui, pour casser les services publics. C'est son logiciel de pensée, c'est un libéral. Donc, il était de fait sur la ligne de l'Allemagne. Voilà.
Alors, on va y venir. Oui, Édouard, vous voulez rajouter Non, peut-être alors moi je voulais repartir complètement en arrière. On parlait tout à l'heure du régime des retraites, parce que tout a un petit peu de rapport. Beaucoup de gens aujourd'hui, parce qu'ils d'ailleurs ils ne comprennent pas ce régime des retraites, à point, se sont dit, avec la crise qu'on a aujourd'hui, si la réforme était passée, ce serait une pure catastrophe, c'est-à-dire que chacun serait totalement ruiné, puisque plus personne n'aiderait les autres. Est-ce que c'est un fantasme, ou est-ce qu'il y a quand même une dérive possible dans l'application de ce nouveau régime ? De toute façon, la réforme des retraites aurait mis un certain temps à être mise en place, hein, même si on avait voté enfin, soit dit en passant, il y a le 49.3 qui est passé au milieu de la crise, hein, on l'a mine de rien. C'est super, c'est très... Je veux dire, ça aurait été beaucoup plus classe de se dire, écoutez, on reporte les débats après la crise sanitaire, plutôt que de passer ce truc en 49.3. Cette question parenthèse, justement. Vous craignez que le gouvernement profite de cette situation pour justifier de nouvelles mesures d'austérité qui, une fois de plus, vont condamner les plus défavorisés, selon vous ? Déjà, il a profité de cette crise sanitaire pour faire un 49.3 sur les retraites en espérant que ça passe. Voilà. En plus, vous pensez réellement ça ? Je sais pas, il y a une réunion de crise avec les ministres pour parler de la crise sanitaire du coronavirus et on nous sort un 49.3. Exact. Voilà. Alors que, je dis, ça aurait été très classe de dire, écoutez, il y a un débat houleux sur les retraites, on voyait les sondages, le gouvernement était mis en difficulté, y compris par des institutions y compris par de l'État, le Conseil d'État et par sa majorité. Il aurait pu dire, écoutez, c'est pas le moment, on règle la crise sanitaire, on reporte le débat des retraites, d'ailleurs, qui n'est pas hyper urgent. Ça aurait été classe, selon vous ? Ça aurait été classe et puis ça aurait montré. Et non, là, on fait un 49.3 et on interdit les rassemblements. De plus de 100 personnes. De plus de 100 personnes. Donc voilà, on peut pas savoir si. Et puis on va dire qu'à la fin, oui, c'est démocratique, etc. Bon. Est-ce qu'il y aura un second tour ? Un second tour, c'est-à-dire aux élections municipales. Ça c'est c'est une autre question. C'est une autre question. Bon, en tout cas, Thomas Porcher, on va parler maintenant de ce livre qui traite, alors comme son titre, les délaissés l'indique. Pourquoi ce titre d'ailleurs, les délaissés ? Mais parce que les délaissés, on le voit bien dans la crise aujourd'hui, c'est 80, 85, 90 même peut-être % de la population française. C'est-à-dire c'est ceux qui subissent la mondialisation, la financiarisation de l'économie et l'austérité budgétaire. Et là, je vous dis, vous prenez un cadre moyen. Qui ne s'en sortent plus. Mais si, qui peuvent s'en sortir, mais qui quand même subissent à différents niveaux. Vous prenez un gilet jaune, il le subit de plein fouet. Alors lui, il a vu les services publics partir des territoires depuis bien longtemps. Il a vu les usines se fermer depuis bien longtemps. Et quand il reste un petit peu du travail, il a vu les effets de la flexibilisation du marché du travail depuis bien longtemps. Donc lui, il le prend de plein fouet. Mais vous prenez un cadre en trottinette à Paris. Moi, j'ai un ami qui est cadre ici. Il fait partie des 30% les plus riches en revenus, c'est-à-dire qu'il va gagner 2200, 2500 euros. Donc, il arrive à manger, etc. Il peut aller prendre un petit menu au restaurant japonais à 10 euros. Il est très bien. Mais il vit dans un studio à Paris. On lui dit qu'il fait partie de l'élite, mais il vit dans un studio. Vous voyez, l'autre fois, il était en trottinette, très parisien. Il s'est cassé la figure, il va aux urgences, 12 heures d'attente pour se faire recoudre. Donc, il vit finalement à différents niveaux, comparé aux gilets jaunes et aux habitants des quartiers populaires. L'austérité, la financiarisation, mais il la vit quand même. Et le coût de la vie n'est pas le même chez lui aussi. C'est ça la différence. Et le coût de la vie, vous en parliez, est exorbitant. C'est pour ça qu'il vit dans un tout petit studio, alors qu'il aurait une grande maison s'il habitait. Depuis 10 ans, le pouvoir d'achat des cadres d'entrée diminue. Donc voilà. Thomas Porcher, vous êtes notre invité, encore une demi-heure, donc sur Sud Radio, dans Les Incorrectibles. Restez avec nous, on revient dans un instant, à tout de suite. Sud Radio, Les Incorrectibles. Éric Morillo. De retour dans Les Incorrectibles avec notre invité ce dimanche, c'est l'économiste atterré Thomas Porcher, à l'occasion de la sortie de son dernier ouvrage Les Délaissés aux éditions Fayard, ou comment transformer un bloc divisé en force majoritaire. Alors Thomas Porcher, je le disais, vous commencez d'ailleurs ce livre par le rappel de vos origines, à savoir que vous êtes né et que vous avez grandi dans le département le plus pauvre de France, c'était la Seine-Saint-Denis, ça l'est toujours. En quoi était-ce important pour vous de le souligner ? En fait, j'ai mis cet avant-propos pour dire deux choses. La première chose. Parce que maintenant, vous faites partie de l'élite. Non ? Je sais pas, prof, je pense que si on a fait partie de l'élite quand on est prof, je pense que c'est pas pour longtemps. Ouais. Parce que, visiblement, ce que l'on donne aux professeurs, bon, peu importe. Non, ce que je disais, mais effectivement, oui, j'ai eu une ascension sociale. Voilà. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que moi, j'ai pas attendu. Il y a beaucoup d'économistes aujourd'hui qui rentrent des données sur des tableurs Excel pour se rendre compte. Moi, j'ai pas attendu, je l'ai vu sous mes yeux. Comme beaucoup de gens, je pense, comme les gilets jaunes, comme beaucoup de gens, je l'ai vu sous mes yeux. J'ai vu, moi, mon quartier se dégrader en 20 ans, parce que des usines ont fermé, il y avait une zone industrielle, des usines ont fermé, il y avait des quartiers, mes grands-parents vivaient dans une tour au Tilleul, à Blanc-Ménil, ma mère adorait dire oui, c'est très smart, il y avait beaucoup d'employés, d'ouvriers des usines. Quand ça a fermé, les taux de pauvreté ont explosé, les taux de chômage ont explosé, et avec ça, vous avez le développement de la délinquance, etc. Donc, je veux dire, c'est ce que je dis, j'avais des camarades, moi, leurs parents étaient mis au chômage, ils sombraient dans l'alcool, eux inventaient des faux emplois à leurs parents, enfin tout ça,
je l'ai vécu quand j'étais jeune. Donc j'ai vu les effets de la mondialisation, le tournant des années 80-90 et de la financiarisation de l'économie, je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai pas attendu de faire des données, dire tiens le monde, en faisant des comparaisons internationales, ah oui il y a un problème. Non, ça je l'ai vu, comme beaucoup de Français en fait. Les gilets jaunes l'ont vu, les enfants d'ouvriers l'ont vu, les enfants d'employés l'ont vu. Ça c'est la première des choses. C'est important. Et la deuxième des choses, c'est de dire qu'en économie, on manie des masses monétaires. Oui, il faut réduire les déficits d'un point, la dette. On parle de plein de trucs sérieux, mais il faut vraiment comprendre que chaque réforme, chaque politique économique appliquée a un impact sur des individus. Et il y a des gens qui ne le voient pas, ça. Il y a des gens qui ne le voient plus, ça. Mais la majorité d'entre nous le voit. Vous augmentez la taxe carbone, vous tapez le pouvoir d'achat de millions de Français. Vous voyez ? Donc ça, c'est important de le dire. Alors, vous identifiez de façon d'ailleurs subjective 4 catégories dans votre livre, les agriculteurs, les gilets jaunes, les banlieusards et les cadres déclassés, autrement dit finalement la majorité de la population. Quelle part représentent ces différentes catégories ? Vous savez, quand vous prenez les habitants, les gilets jaunes, c'est les habitants des territoires en réalité, des territoires lâchés par l'État. Alors c'est majoritairement des catégories C et B fonctionnaires et des ouvriers, des employés, c'est à peu près ce qu'on trouve dans les quartiers populaires. Les agriculteurs, c'est une catégorie à part, et après les cadres déclassés. Donc moi, j'ai pris ces catégories, elles sont subjectives, comme vous le dites, hein, mais c'était pour montrer que des catégories qu'on oppose volontiers, comme agriculteurs et banlieusards, ou gilets jaunes et cadres, ont en fait un modèle économique qui les frappe à différents niveaux, mais qui les frappe tous. Voilà. Et qu'aujourd'hui, au-delà de ces différences sociales, géographiques, culturelles qu'il peut y avoir entre ces différentes catégories, le nerf de la guerre, c'est de trouver un modèle économique qui puisse profiter à tous. Parce que ces gens-là, ces 30 dernières années, en fait, la croissance a été majoritairement captée par les 1% les plus riches. Et là, alors comment vous expliquez justement que ce soit cette minorité des plus riches qui réussit à s'emparer du pouvoir, là où cette majorité que vous décrivez, elle n'y est pas arrivée ? Et ça n'a pas toujours été le cas en plus, hein, il faut le rappeler, entre 50 et 70, l'après-guerre, entre 50 et 70, la majorité de la population captait une plus grosse partie des richesses que le haut de la fusée. Puis il y a eu cette crise pétrolière. Et là, il y a eu un tournant libéral, Reagan-Thatcher. Et là, depuis cette crise-là, c'est les 1% qui récupèrent plus d'argent. Il y a eu cette crise de 2008. Normalement, après la crise de 2008, on aurait dû changer de fonctionnement de l'économie. Et on a été encore plus loin dans cette logique libérale, puisqu'on a flexibilisé le marché du travail, on a baissé encore plus les taxes sur les 1% les plus riches. Donc, moi, j'écris ce livre pour que cette masse, en fait, plutôt que de se diviser et de s'opposer horizontalement, elles comprennent que le combat, il est vertical sur une meilleure répartition des richesses. Et comment vous espérez qu'ils votent tous ensemble de la même manière, par exemple ? C'est difficile, ouais. Il y a quasiment aucune chance. C'est jamais arrivé, par exemple. Un vote de classe, par exemple, n'est jamais arrivé en France. C'est pour ça qu'il faut qu'ils prennent conscience qu'ils sont une classe. On l'a vu avec les gilets jaunes. C'était difficile d'y voir une union. Hein. C'était protéiforme. Non, mais c'était... Oui, mais c'était... les gilets jaunes entre eux ou les gilets jaunes avec le reste ? L'apparence qu'il donnait, on l'a vu, était difficile d'arriver à une unité, même quand plusieurs personnes voulaient la même chose. On a l'impression que les dissensions finissaient toujours par avoir le dessus, quoi. Oui, c'était protéiforme. C'est vrai que c'était protéiforme, mais globalement, on a eu quand même, c'est pour ça qu'il faut pas voir que le côté négatif, on a eu quand même des centaines de milliers de personnes qui ont manifesté pendant plus d'1 an. Qui peuvent plus aujourd'hui sans syndicats. Sans syndicats qui les appelaient, c'est eux-mêmes qui se sont organisés, c'est quand même hallucinant. Qu'on réussit à faire que Macron a lâché 10 milliards. Les syndicats n'avaient pas réussi à stopper Macron. L'opposition n'avait pas réussi. C'est les gilets jaunes qui ont permis à Macron de lâcher 10 milliards. Voilà, c'est les premiers. Donc on doit quand même... quelque part, cette mobilisation force le respect. Voilà. Et donc c'est là-dessus, justement, qu'il faut ensuite, l'étape d'après, il y a la première forme qui est la dénonciation collective. L'étape d'après, c'est de se comporter comme le bloc bourgeois, ce qu'on appelle, c'est-à-dire de trouver quelqu'un qui puisse représenter tous ces gens et qui va agir pour eux. Parce que le bloc bourgeois, c'est une expression de Bruno Amable, hein, de son livre très bon qui s'appelle le bloc bourgeois d'ailleurs, un autre économiste, Bruno Amable, mais ce bloc bourgeois en fait, il est très divisé en réalité, il est très divisé, les gens ne s'entendent pas, ils ont des intérêts divergents, mais ils comprennent à un moment qu'il y a un homme qui va les servir globalement. Et donc ils s'unissent pour faire élire cet homme-là. Il faut que cette majorité puisse faire la même chose. C'est pas Marine Le Pen qui a repris ce... Non, parce que Marine Le Pen, elle capitalise sur la division entre pauvres. C'est-à-dire que, par exemple, les quartiers populaires, elle les oppose volontiers aux agriculteurs pour récupérer les agriculteurs. Donc, elle fait une division des pauvres. Et vous regardez, en fait, Marine Le Pen, sur les 1% les plus riches, il n'y aura pas grand-chose. Hein. Ce sera comme Trump, comme Salvini. C'est-à-dire que le haut de la fusée, il ne faudra pas la toucher. D'ailleurs, elle est pour la loi travail, elle y est plus ou moins pour. Maintenant, la baisse de la fiscalité, elle est plutôt pour. Donc elle n'est pas pour une meilleure répartition des richesses. Elle est pour se créer un bloc de pauvres qui lui permettent d'aller au deuxième tour.
mais elle n'est pas pour Oui, d'ailleurs, remettre vous en cause. l'écrivez dans votre livre, vous écrivez qu'il ne faut pas s'y tromper. Vous dites, je vous cite, l'extrême droite n'a jamais été anti-système, bien au contraire, elle arrive souvent au pouvoir avec la bénédiction des forces Oui, financières. tout à fait. Salvini, ça a été le cas, et c'est comme ça qu'il a réussi, hein. Et Trump, ça a été le cas. Et Macron, ça a été le cas aussi. Vous faites la différence entre les gilets jaunes et les banlieusards, justement. Comment vous expliquez que le mouvement des gilets jaunes, par exemple, la contestation en tout cas du système et de la redistribution des richesses, ne soit pas partie des banlieues, qui sont quand même très appauvries? Vous le dites vous-même, vous y avez grandi. Oui. Et en fait, je pense que c'est ce que je dis dans le livre, c'est que les habitants les gilets jaunes, les habitants des territoires ont été vraiment lâchés. Mais lâchés, il y avait lâchés. Et pas les banlieusards. Alors attendez, on leur a expliqué, eux, que voilà, il fallait qu'ils soient mobiles, c'était la solution, mais sinon ils sont lâchés. Les plus forts des territoires qui ont des bacs plus 5, ils sont partis travailler dans les grandes villes, les autres on les lâche. Donc austérité, machin, etc. La banlieue, elle a été lâchée depuis longtemps. Et là, il y a des chiffres que je donne sur la Courneuve qui sont impressionnants. Mais la banlieue, en fait, c'est un réservoir à main-d'œuvre des centres-villes. D'accord ? Un peu corvéable à merci maintenant. Hein. Donc tous les Deliveroo, tous les Uber, voilà. Et tout ça, c'est en fait une soupape de maintien légère. Et Macron, il en était très fier, hein, puisqu'il disait que Uber créait des emplois et que on l'a vu lui, d'ailleurs, il y a peu de temps que leur emploi a été requalifié. Voilà, mais je me souviens de cette interview oui. à Mediapart où Macron disait fièrement, moi je peux rien offrir, alors qu'il était ministre de l'économie, on peut rien offrir aux jeunes de Stein, c'est très bien qu'ils soient Uber, voilà. Donc c'est le réservoir de main d'œuvre qui fait qu'ils arrivent à avoir un peu une activité, mais c'est une main d'œuvre qui est corvéable à merci et qui est extrêmement précaire. Et là les chiffres le prouvent, hein. À la Courneuve vous avez 40% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Vous vous rendez compte ? 40%. Donc voilà, et là ils vivent mais les territoires ont été complètement lâchés. Et eux, ils n'ont pas les petits boulots des centres-villes, voilà. Donc du coup, c'est le chômage qui a poussé les territoires finalement à le chômage, l'appauvrissement, la perte de pouvoir d'achat. En fait, la taxe carbone, pour y revenir, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Un petit peu comme dans toutes les révolutions, hein. L'histoire d'impôt sur le sel en Inde, etc., ou le prix des matières premières avec les révolutions arabes. Le prix du diesel aussi. Voilà, les gens étaient très appauvris. Chômage qui avait augmenté, pauvreté qui avait augmenté, usines qui s'étaient cassées. Et là, on leur dit, écoutez, on va mettre une taxe carbone. Un smicard, il lui reste une trentaine d'euros par mois comme ça d'argent. Et la hausse des prix de l'essence sur 2 ans lui prenait 15 euros. Donc les mecs ont été très fâchés. Et c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Voilà. Mais alors, pardon, excusez-moi de poser une question un peu provoque avec cette crise du coronavirus. Je serais tenté de vous demander, est-ce que les gilets jaunes, ils vont survivre à cette crise ? Parce que finalement, là, bon, il y a cette interdiction de manifester. Mais on a l'impression que ça passe crème, ça aussi. Non, je pense que le mal des gilets jaunes est tellement structurel. Alors survivre dans quel sens ? Survivre à la crise, le mouvement va-t-il survivre à cette crise du coronavirus il y a 2-3 mois, comme on se prépare a priori à le vivre. Est-ce que vous pensez que le problème des gilets jaunes est tellement structurel et ne va tellement pas changer que même s'il est éteint pendant 3 mois, il reviendra. Ça c'est sûr. Maintenant sur la question de la survie pure. Il faut en parler sur la question de la survie pure, c'est aussi intéressant. On a vu les premières personnes qui ont dévalisé les magasins, etc. C'est des personnes plutôt qui habitaient en banlieue ou en province. Vous allez à Paris, il y avait pas, ça a commencé ce matin un petit peu, mais vous alliez à Paris, les rayons étaient pleins. Et là, on dit, oh là là, mais pourquoi ils font ça, les gens ? Mais comprenez-les pourquoi ils font ça. Ça fait des années qu'ils se rendent bien compte que vous avez finalement un message qui s'adresse à une certaine partie de la population et un autre message où les gens voient une réalité complètement déformée de ce qu'ils entendent. On leur dit, écoutez, il y a encore de l'essence, les raffineries font grève, vous en faites pas, et eux, ils ont déjà plus d'essence. On leur dit, vous en faites pas, c'est sous contrôle. Mais ils ne font plus confiance, en fait, parce que ils ont très bien compris que la vie qu'on leur montre et qu'on leur dit, que les politiques ou que les médias parfois leur disent, n'a rien à voir avec la vie qu'ils vivent au jour le jour. Alors, quel type de personnage ou de personne peut demain les représenter ? Vous disiez tout à l'heure, et c'est une vérité, les délaissés n'arriveront à être moins délaissés que s'il se trouve un chef. Quel type de personne, voire même, est-ce que dans l'histoire, il y a des gens qui auraient pu les porter ? Ou est-ce que leur défiance est telle qu'aujourd'hui... Alors là, je ne sais pas. Là, moi, j'ai fini là-dessus, en disant qu'il faut... Peut-être le 3e livre, le prochain. Mais je dis voilà, qu'il va falloir trouver, comprendre qu'il y a une partie qui est la dénonciation collective, qui a été faite par les Gilets jaunes, qui a été faite par des associatifs en banlieue ou des comités Adama en banlieue sur les violences policières. Il y a une dénonciation collective qui a été faite par les agriculteurs, etc. Maintenant, il faut passer à l'étape suivante, c'est un projet économique qui soit au-dessus finalement, qui permette d'effacer en partie, parce qu'en partie, des différences géographiques, sociales et culturelles, avec ce modèle économique qui profiterait à tous. Et ce que je dis, c'est qu'il va falloir trouver quelqu'un qui incarne, parce que le nerf de la guerre, il est quand même politique. Je finis là, 3 petits points. Voilà.
Thomas Porcher, Les Délaissés, ça paraît aux éditions Fayard, ou Comment transformer un bloc divisé en force majoritaire. Vous êtes notre invité jusqu'à 14h ce dimanche dans Les Incorrectibles sur Sud Radio. Restez avec nous, on revient dans un instant pour la dernière partie, oui déjà, de l'émission. À tout de suite. Sud Radio, Les Incorrectibles. Éric Morillo. L'économiste Thomas Porcher est notre invité dans Les Incorrectibles ce dimanche sur Sud Radio. On est ravis de le recevoir à l'occasion de la sortie de son dernier ouvrage, Les Délaissés. Ça vient de paraître aux éditions Fayard, ou Comment transformer un bloc divisé en force majoritaire. Ça paraît donc, je le disais une nouvelle fois, chez Fayard. On vous encourage à aller l'acheter dans toutes les bonnes librairies. Alors toujours à mes côtés, Édouard Pacreau, nouveau venu dans cette émission, et Jean-Marie Bordry également pour vous interroger. On en arrive au dernier quart d'heure de cette émission. Cette émission, elle se veut c'est à notre petit niveau. On essaye de donner la parole à des gens qui souvent souffrent, en tout cas disent souffrir de ne pas l'avoir. On parle souvent de la liberté d'expression qui est menacée. Est-ce qu'on peut encore, selon vous, Thomas Porcher, créer un pouvoir de contestation en France ? Un vrai ? Mais avec des résultats, parce que finalement les gilets jaunes, on se plaint, mais bon, vous le disiez, il y a eu 10 milliards, mais bon. Ouais, mais quand même, c'était une première. Ce sera jamais dans l'histoire, le mouvement des gilets jaunes. Non, mais c'est vrai, ça a été une première, ça a bousculé beaucoup de personnes, beaucoup d'élites parisiennes qui ont été bousculées par ce mouvement, qui ont essayé tout de suite de casser ce mouvement en disant que c'était des fascistes, des racistes, en disant qu'ils ne savaient pas parler, etc. Ce que vous dites là, c'est pas politiquement correct, hein, si on y va au sens premier du terme. Ce que vous dites, vous êtes en train de balayer toutes les analyses faites par les autres économistes qui disaient que ça allait aller beaucoup mieux, que l'Europe allait... Oui, tout à fait, mais ça fait des années qu'ils se trompent, ça fait 30 ans qu'ils se trompent. Sauveur. Non, mais ça fait 30 ans qu'ils se trompent. Macron, franchement, Macron, parlons-en. Il a présenté c'est bien que ce soit un économiste qui le dise, parce que vous n'êtes pas très nombreux parmi les économistes. Mais c'est vrai, il y en a beaucoup qui le disent, mais il y en a Piketty, je sais pas, il a Piketty, oui, bien sûr, Piketty est très critique, mais il y en a quand même beaucoup qui le pensent en réalité, mais on en voit beaucoup peut-être dans les médias traditionnels qui défendent Macron, et il n'y a pas que les économistes qui défendent Macron, il y a beaucoup de gens, des éditorialistes qui défendent. Mais c'est vrai, il y a une vraie question là-dessus de pluralité à poser, c'est-à-dire quand vous regardez toutes les matinales, même si moi j'ai ma place dans les médias et je critiquerai pas là-dessus, mais vous regardez toutes les matinales régulièrement, les économistes qui ont une chronique régulière, quelles que soient les chaînes, ils ont toutes la même pensée. C'est tout. Absolument. Voilà, c'est tout. Citez-moi en un qui est hétérodoxe, citez-moi en un. Il y avait des débats avec Bernard Maris, le très regretté, un jour par semaine, et aujourd'hui il n'y a plus. Voilà, c'est tout. Le reste du temps, tous les matins, vous avez le droit à des choses qui vous disent tout le temps la même chose. Mais alors, comment vous expliquez ça ? Ça vient de qui, de quoi ? Oui, parce qu'il y a eu un coup de force. Je pense qu'il y a eu un coup de force à un moment d'une partie des économistes, mais pas que, aussi des milieux financiers, pour qu'il y ait qu'une pensée, qu'on va dire... Jacques Attali, Alain Minc, tous ces gens-là, vous en pensez quoi ? C'est une pensée libérale qui s'est installée. Voilà, c'est ça. Et vous regardez maintenant, par exemple, vous m'avez présenté comme économiste de gauche. On est obligé maintenant de dire, mais on présente jamais Élie Cohen. Vous êtes où politiquement d'ailleurs ? Mais moi, je fais plus de politique. Aujourd'hui, je parle en tant qu'économiste. Mais on est d'accord. Dans ce cas-là, plus particulièrement aujourd'hui. Non, mais aujourd'hui, je parle en tant qu'économiste. Mais comme tout le monde, je vote, j'ai des pensées politiques. Et il m'est arrivé parfois, pas d'être. Enfin, c'est vrai que j'ai créé un mouvement avec d'autres, mais que j'ai quitté. Mais parfois, il m'est arrivé que des politiques me consultent. Mais c'est le cas de beaucoup d'économistes. Par exemple, c'est le cas d'Élie Cohen. Élie Cohen, il a même soutenu Macron dans une tribune. Chaque fois qu'il passe à la télé, on ne dit pas Élie Cohen qui a soutenu Macron, Aguillon, on ne dit pas Aguillon qui a soutenu Macron. Enfin, vous voyez, on ne dit pas tel économiste, vous êtes plutôt classé à droite. On le dit tout le temps pour les économistes de gauche. Ouais, mais on ne dit jamais aussi sociologue de droite, par exemple. Enfin, il y a aussi des professions qui sont quand même assez dominées par la gauche. Il n'y a pas que les économistes qui sont assez souvent libéraux. Ce n'est pas une exception, quoi. Tu voulais dire que... Je veux dire par là qu'un économiste de gauche comme vous, c'est moins rare qu'un sociologue de droite. Non, mais moi, j'aime plus qu'on dise gauche, parce que gauche, ça ne veut plus rien dire. La gauche, elle veut plus rien dire. Hollande se disait de gauche, Valls se disait de gauche. Ils ont fait une politique, la même politique. Ils ont été encore. Macron disait qu'il était ni de gauche ni de droite. Il a fait une politique pro-riche encore plus forte que celle de Sarkozy. Chirac se disait de droite, il était peut-être de gauche. Au niveau international, il était plus de gauche. Au niveau français, il était quand même de droite. Enfin, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens qui se disent de gauche et qui sont prêts à justement retirer 11 milliards en collectivité territoriale? Au fait que vous vous sentiez seul à la télé, d'une part, et d'autre part, qu'effectivement, des sociologues de droite, dans la critique de Macron, moi j'avais écrit un livre en 2016 qui s'appelait Introduction inquiète à la Macron-économie, où je disais tout simplement que je voyais pas trop de différence entre ce que propose Macron et Sarkozy. Voilà, il dit qu'il faut flexibiliser le marché du travail, réduire les déficits, et que tout le monde disait que c'était un mec novateur. Moi je disais sur la forme, c'est un mec nouveau, oui, il est nouveau, il est jeune, il n'a pas 20 ans de carrière. Vous n'y avez jamais cru à Macron, enfin, jamais. Mais moi, mais je vous l'ai dit, il a présenté son programme un mois et demi avant le premier tour, d'accord ? Il n'y a eu aucun commentaire. Dans son programme, il y avait par exemple 15 milliards d'économies sur l'assurance maladie. La santé. Alors là, il vous dit, oui, les blouses blanches, c'est important. Il voulait leur retirer 15 milliards.
d'accord ? 10 milliards sur l'assurance chômage. Alors, assurance chômage, ils voulaient retirer 10 milliards, mais ils voulaient offrir des droits aux auto-entrepreneurs, on s'en souvient, et aux démissionnaires. Donc, on aurait juste pu lui poser la question simple. Comment tu offres des droits à des nouvelles personnes en faisant des économies ? Ça veut dire que tu vas retirer des prestations. Là, personne ne lui a posé la question. Il commence son interview dans les échos, où il dit « Oui, l'Europe s'est perdue dans la réduction des déficits, ça a été une erreur stratégique. Qu'est-ce que je propose ? Réduire les déficits. » Non mais, on aurait pu lui poser des questions. Et le mec, personne ne lui a posé de questions. Tout le monde a dit que c'était super, c'était un programme mesuré, etc. Je suis désolé, il y avait des questions à poser. François Fillon, on peut en parler 2 minutes dans son programme. Comme il est en procès cette semaine et qu'il a un peu de chance, disons-le clairement. Puisque Pourquoi ? Parce qu'on parle peu de son procès et qu'on parle plus du coronavirus. Quand même, il y a 2 ans de prison ferme qui ont été requis, là, ça vous... Oui, effectivement. Mais ce que je veux dire, c'est que François Fillon, à un moment, avait parlé de non-remboursement de certains médicaments. Ça avait fait un tollé. Parce que son électorat était majoritairement vieux. Et non, mais attends, je finis là-dessus, c'est important. Il veut plus rembourser des médicaments pour justement faire des économies sur la sécurité sociale. Ça a fait un tollé, il a dû revenir là-dessus. Macron, il fait 15 milliards d'économies sur l'assurance maladie, personne ne lui dit où est-ce que tu vas pas rembourser. Personne ne lui pose cette question simple, qui aurait pu le mettre en danger. Personne ne lui a posé. Alors justement, en parlant de Fillon, excusez-moi, est-ce que reprendre le pouvoir pour les délaisser, ça ne doit pas aussi passer par condamner ceux qui en abusent ? Oui, tout à fait, bien sûr. Je pense que les gens... Pourquoi les Gilets jaunes ont eu du mal, politiquement, à soutenir quelqu'un ? Parce que les gens en ont marre des politiques. Aujourd'hui, le premier parti, c'est l'abstentionniste. Ils en ont marre, vraiment de ça. Des gens qui sont de... Ils veulent, quelque part, je pense qu'il y a une demande de renouveau, alors qui est très difficile. Mais il y a eu quand même cette demande-là. Les Gilets jaunes voulaient être apolitiques. On parlait tout à l'heure de liberté d'expression dans les médias. De souvenir, j'ai pas le souvenir, d'avoir eu... une pensée unique aussi forte dans les médias français, et ça va d'ailleurs des chaînes d'infos jusqu'à des chaînes généralistes. Est-ce que c'est quand même pas quelque part une dérive douce, mais bien tenue d'une volonté de quand même dominer une espèce de démocratie ? Est-ce qu'au bout de 2 ans, avec les résultats qu'il a eu, ou les mouvements comme les Gilets jaunes, il est raisonnable d'imaginer que tous les médias, les économistes, vous en parliez, mais pas que, restent dans un état extatique ? Je pense qu'il faut... Tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc. C'est vrai que sur Macron, on a eu un soutien assez impressionnant d'une grosse partie, on va dire, de l'élite médiatique. Ça, c'est vrai. Ça, c'est une vérité. Qui est en train de se retourner quand même pour beaucoup. Oui, mais il y a eu un grand soutien. Maintenant, sur les invitations, moi, j'ai jamais eu de problème à être invité dans les médias et à dire mon point de vue. On m'a jamais dit de dire un autre point de vue, je l'ai dit. Donc, il y a aussi une partie des économistes de gauche qui ont peut-être pas été assez réactifs, assez mobilisés, qui ont voulu bouder les médias dans un premier temps pour être dans des médias plus alternatifs, qui n'ont pas voulu jouer le jeu du média. Parce que le jeu du média, ça peut être fatigant, vous avez des temps courts, vous devez apprendre à communiquer sur des formats courts. Ce qu'on fait très rapidement, en fait, le patronat, en créant des fondations, des think tanks, l'Institut de l'entreprise, l'IFRAP et tous ces trucs-là, en mettant des gens qui savent bien faire ça et qui, eux, occupent la scène médiatique. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc là, la gauche, les économistes hétérodoxes, ils commencent à le faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, de plus en plus sur les plateaux, vous voyez quand même des gens émergés. Christophe Rameau, qui a un débat avec un journaliste des Échos, des économistes Quelqu'un comme atterrés. Juan Branco, qui doit être à peu près de votre génération, vous en pensez quoi ? Parce que alors, lui, dans le genre opposant, il y va moi, fort. je le connais. On s'est croisés comme ça, mais on se connaît pas particulièrement. Vous l'estimez ? Moi, j'ai lu son livre. Je trouvais que son livre était bien écrit, effectivement. Après, sur le reste, moi, je suis économiste. Sur la méthode, le reste, j'ai pas à juger. Mais le livre qu'il a écrit, effectivement, beaucoup de gens en ont parlé dans mon entourage. Sur ce livre-là, moi, je sais même que dans mon entourage, même comme ça, de quartier au café, les gens en parlaient beaucoup. Donc c'est un livre qui était assez bien écrit. Ouais. Moi, je voudrais revenir au tout début du mouvement des Gilets jaunes, parce que vous le dites dans votre livre, au début, vous avez eu peur qu'il soit récupéré par l'extrême droite, au tout début du mouvement. Comment vous expliquez justement que ce soit Marine Le Pen, par exemple, Nicolas Dupont-Aignan, une partie de la droite qui tout de suite a éprouvé de la sympathie pour le mouvement des Gilets jaunes, alors que la gauche ou la CGT, par exemple, en avait peur. Marine Le Pen, d'ailleurs, qui ne veut plus qu'on emploie le terme d'extrême droite. Non, mais effectivement, ça interroge. C'est-à-dire que moi, j'ai eu ce réflexe au début, quand j'ai vu que le mouvement était soutenu dès la première semaine par le Front National et par le magazine d'extrême droite Minute, me semble-t-il, je me suis dit, alors que j'avais étudié l'impact des carburants, j'avais fait tout un tas d'études là-dessus, et j'avais même proposé le blocage des prix. Je défendais ça en 2011 à l'époque. Donc je savais l'impact que ça avait sur le pouvoir d'achat. Mais j'étais gêné. Et après, j'ai été les voir et j'ai vu que c'était pas du tout ça. Mais j'ai été gêné par ce soutien. Et là, c'est vrai qu'il y a un vrai problème. Mais pourquoi vous les avez pas soutenus avant, par exemple ? Pourquoi la gauche l'a pas fait avant ? Mais ils auraient dû le faire, justement. Il y a une partie de la gauche qui n'a jamais soutenu. Comment ça s'explique ? Il y a une partie, le PS, j'ai jamais entendu parler des Gilets jaunes, le PS. Donc là, c'est un vrai problème. Je sais pas, c'était une erreur et moi j'ai fait cette erreur aussi. Mais ce que je dis très rapidement, c'est dans mon livre, à un moment, il y a une agriculturiste qui vient me parler.
qui me dit, je faisais une conférence sur le TAFTA, elle applaudissait comme ça les mains, elle était très contente. Elle vient me voir à la fin, elle m'explique ses problèmes, les suicides, etc. Les larmes aux yeux, elle me tient la main, elle me dit Marine Le Pen va nous sortir de là. Bah, j'ai rien pu dire parce que j'étais très triste pour cette dame. Au même moment, le PS passait les lois travail. Donc je pense que voilà. Allez, on arrive au terme de l'émission. Dernière question. Il reste 2 ans avant la prochaine présidentielle. Vous êtes confiant dans la capacité des Français à s'élever contre la minorité dirigeante, selon vous ? Mais moi, je pense que là, la plupart des gens sont conscients. Il y a une volonté de convergence des luttes. Maintenant, il faut qu'elle s'accentue et qu'elle se matérialise. Mais les gens l'ont perçu. Les gilets jaunes, les habitants des banlieues, les agriculteurs n'en peuvent plus. Et plutôt que de s'opposer, là, il faut maintenant qu'il y ait... Et on voit sur certains mouvements parfois des convergences de lutte, des appels à manifester. Vous avez pour les retraites, vous avez des syndicats, des gilets jaunes. Et vous croyez qu'un nouveau leader va peut-être apparaître ? Moi, vous l'espérez ? qu'un leader apparaisse ou pas, il faudra en choisir un moment qui serve la majorité. Voilà. A priori, ce sera entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Non, moi je ne rentre pas dans ce débat-là. Et Marine Le Pen ne sert pas la majorité, comme je dis dans le livre. Thomas Porcher, Les Délaissés, donc c'est le dernier ouvrage donc, que vous avez écrit, ou Comment transformer un bloc divisé en force majoritaire. C'est paru aux éditions Fayard. On vous remercie beaucoup d'avoir été notre invité en ce dimanche d'élection municipale. C'est pour ça qu'on n'en a pas parlé, puisqu'il reste en plus un second tour. On n'a pas le droit. En tout cas, on rappelle donc la sortie de cet ouvrage qu'on recommande vivement. Merci beaucoup à Édouard Pacro et Jean-Marie Bordry de m'avoir accompagné cette semaine pour ce baptême. On espère que vous reviendrez. Merci aussi à Jamel Abdallah qui a la réalisation, à Laurent Triard au digital, ainsi qu'à Céline Delabaume qui m'a aidé à préparer cette émission. Toutes nos émissions qui sont, je le rappelle, disponibles en replay vidéo sur la chaîne YouTube et qui cartonnent donc sur YouTube, donc chaîne de Sud Radio depuis la playlist Les Incorrectibles. La semaine prochaine, soyez fidèles au poste. Nous recevrons Didier Maistre. Alors oui, il est président de Sud Radio, mais c'est pour une autre raison qu'il a accepté notre invitation, puisqu'il viendra nous présenter son dernier ouvrage, Passager clandestin, qui paraît au Diable Vauvert. Nous serons les premiers à le recevoir et je peux d'ores et déjà vous assurer que le connaissant, l'émission sera plus incorrectible que jamais au vu des vérités qu'il va dévoiler sur le système politique et médiatique à la tête de notre pays. Passez donc une très bonne semaine en compagnie de Sud Radio. Je vous dis à dimanche prochain à 13h pour un nouveau numéro des Incorrectibles et rendez-vous bien sûr pour vos rendez-vous habituels dès demain matin dans la matinale pour faire le bilan de ce premier tour des municipales. Bonne fin de journée à vous.